sur Dead by Daylight, ça m'arrive souvent de me poser des questions cons sur des statistiques. Les perks, les survivants, les tueurs et autres. Et il y a pas longtemps, je me suis posé une question plutôt intéressante. En partant du principe que chaque tueur a une spécialité. Anti-loop, contrôle de terrain, furtivité, etc. Lequel tueur serait le meilleur par catégorie? Et dans la foulée du coup, qui serait le pire? C'est ce que je vous propose de voir dans cette vidéo. Par contre, ne vous attendez pas à une vérité absolue. Ça reste que mon avis, et à chaque fois j'essaierai quand même de vous expliquer pourquoi j'ai pris cette décision. Partez juste du principe que c'est une vidéo fun qui a pour but juste de répondre à une question un peu conne. Pour peut-être au passage essayer de vous apprendre des trucs. Pour commencer, je vais vous présenter chacune des catégories et les tueurs que j'ai décidé de mettre dedans. En première catégorie, nous avons la discrétion. Comme le nom l'indique, on parlera ici des tueurs dont la plus grosse partie de leur gameplay est basée sur le fait d'être discret. Pas forcément des tueurs qui profitent du statut indétectable, mais qui ont une ou plusieurs habilités leur permettant de se faire moins remarquer. Par exemple, j'ai mis Freddy, mais aussi le xénomorphe. Freddy, car dans le monde des rêves, il profite d'un lullaby, ainsi qu'une invisibilité à une certaine distance. Et comme le monde des rêves est à la base de son gameplay, j'ai validé ça. Pour le xénomorphe, c'est pour 3 raisons. Le fait qu'il soit invisible dans les tunnels, le fait qu'il peut réduire son champ de terreur, mais aussi parce qu'il peut se déplacer à 4 pattes, un outil qui aide énormément à s'approcher des survivants sans les alerter. Bref, vous voyez l'idée. Mais du coup, les candidats, eh bien nous avons le spectre, la silhouette, cauchemar, le cochon, Ghostface, l'Onryo, le xénomorphe et le brave gars. J'avais hésité à rajouter le dragage, le démogorgon et la skull merchant, mais je ne l'ai pas fait. Bon, c'est un peu long à expliquer donc je vais faire simple. Pour moi, c'est pas leur mécanique principale ou est trop dépendante d'une condition pour fonctionner. Pour le dragage, histoire de prendre un exemple, le gameplay repose bien plus sur le fait d'être partout en passant son temps à se TP que de jouer sur la tombée de la nuit, qui est en réalité qu'un bonus. Après, si vous faites le classement chez vous et que vous décidez d'inclure l'un de ces persos, y a pas de problème. C'est juste ma décision. D'ailleurs, si jamais vous faites aussi votre propre classement, bah en vrai ça m'intéresse et n'hésitez pas à le partager en commentaire. Si j'ai assez de réponses de personnes différentes, je pourrais même en faire une vidéo 2 où du coup je parle de vos réponses à vous. Et c'est juste d'un peu argumenter et de pas juste dire je mettais le tueur ici, je mettais le tueur là. Deuxième catégorie, le contrôle de terrain. Un terme qui parle peut-être pas à tout le monde, mais dans DBD, quand on parle de contrôle de terrain, on parle d'aptitude à se déplacer sur la map. Un tueur avec un bon contrôle de terrain donnera l'impression d'être partout, mais surtout un tueur qui pourra rapidement passer d'un point A à un point B. Attention, ça veut pas forcément dire qu'ils pourront rattraper rapidement un survivant. Il y a une nuance là-dedans. Je prends un exemple, mais le démogorgon qui a une technique de CDT avec des portails, ça l'aidera pas à attraper des survivants pendant une chase. En tout cas dans 99% des cas. Et donc j'ai désigné en cette catégorie le spectre, le montagnard, l'infirmière, la harpie, le cauchemar, le clown, la légion, le démogorgon, le fléau, l'onryo, le dragage, le mastermind, le xénomorphe, l'inconnu, la liche, le seigneur des ténèbres, la maîtresse des molosses. Oui, il y en a beaucoup, mais c'est même pas la catégorie où on a le plus. Ça, c'est la suivante. Je pense que j'ai pas trop besoin d'expliquer mes choix sur cette sélection. Je peux comprendre que certaines personnes soient pas d'accord avec le fait que j'ai décidé de mettre le clown, mais pour l'avoir pas mal joué, je peux vous dire qu'il se débrouille plutôt bien dans ce rôle. Catégorie suivante, la troisième donc, l'anti-loop, où j'ai mis tous les tueurs avec des techniques offensives permettant de mettre fin rapidement à une chase. Prenez comme exemple une jungle gym, mieux encore une cabane de tueurs. Dans cette situation, quel tueur serait le plus opti pour mettre fin à cette chasse le plus vite possible? Bref, voici les nommés pour cette catégorie. Le piégeur, le montagnard, l'infirmière, la chasseresse, le docteur, le cannibale, le cochon, le démogorgon, le lance-mort, le bourreau, le fléau, les jumeaux, le farceur, le némésis, l'artiste, le mastermind, le chevalier, le xénomorphe, le brave gars, l'inconnu, la liche, le seigneur des ténèbres et la maîtresse des molosses. Vous noterez que j'ai pas mis des tueurs comme l'esprit ou le spectre parce que leur pouvoir est plus basé sur du positionnement pour ensuite se donner l'avantage pendant une chase. Alors que des tueurs comme le fléau ou l'infirmière, leur boost est là pour violenter les survivants. Quand tu dashes avec le fléau, c'est pour à la fin directement fracasser le survivant. En tout cas, c'est comme ça que le tueur a été pensé. Oui, tout le monde se sert du dash du fléau comme moyen pour aller plus vite, mais en chase, tu vas surtout t'en servir offensivement. L'action se fait en une fois. Là où pour l'esprit, tu vas faire ça en plusieurs fois. D'abord, tu te places, ensuite tu analyses la situation et après tu agis. Mais t'es pas obligé de directement attaquer. Si la situation ne te permet pas de blesser le survivant, t'as aucune raison de frapper directement en apparaissant. Et t'es pas pénalisé pour ça. Alors que le fléau, c'est l'inverse.
chaque tentative doit hit, parce que sinon, tu te bouffes un méchant cooldown. Je sais pas si vous voyez la nuance, mais elle existe. Si je les mets à part, c'est aussi pour éviter de mettre tous les tueurs dans le même panier, mais aussi car pour moi, il y a vraiment une distinction entre tueur spé anti-loop et tueur spé chaser. Ah aussi, j'ai pas mis la légion, mais pourquoi? Simplement car, à part situation très précise, tu ne peux pas mettre un survivant à terre avec ton pouvoir, seulement le blesser, et ton pouvoir ne te permet pas d'empêcher un survivant de sauter par-dessus une fenêtre, ou de faire tomber une palette. Et non, le body block ça ne compte pas. Quatrième catégorie, les chasers, les tueurs qui ont pour spécialité d'attraper rapidement les survivants. C'est aussi simple que ça. Eh bien nous avons le spectre, le montagnard, l'infirmière, le cauchemar, le clown, l'esprit, la légion, le fléau, le cénobite, le dragage, le mastermind, le chevalier, la marchande de crâne, la singularité, l'inconnu, la liche, le seigneur des ténèbres, la maîtresse des molosses. Là j'ai pas grand chose à rajouter, on cherche juste des tueurs qui peuvent vite rattraper les survivants, donc j'ai mis tout ce qui pouvait ralentir et se déplacer rapidement. Cinquième catégorie, et celle-ci est un peu spéciale, c'est les tueurs handicapants. Pour tous les tueurs qui ont la possibilité de pourrir les survivants en leur posant des contraintes qui pour la plupart va forcer les survivants à détourner leur attention des générateurs. Donc on va trouver le docteur, le cauchemar, le cochon, la légion, l'épidémie, l'Oni, le némésis, le cénobite, l'Onryo, le mastermind, la marchande de crâne et la singularité. Je reviens sur deux tueurs. Déjà l'Oni, mine de rien, il demande quand même une certaine gestion de la part des survivants pour pas faire sombrer toute son équipe. Si t'es blessé et que tu décides de réparer un générateur, tu vas juste créer une source importante d'ordre de sang. Quand tu joues contre un Oni, faut vraiment pas faire n'importe quoi si tu vas passer ta game à le voir enragé. Mais ça, on en reparlera justement quand on parlera de la catégorie. Pour le Mastermind, je sais qu'il y a débat parmi les joueurs comme quoi le virus ne sert à rien, mais ici, on va quand même le prendre en compte. Parce qu'en plus, vous verrez que Wesker, c'est pas le plus mauvais dans cette catégorie. Sixième catégorie que j'ai appelée Tracker. Dedans, j'ai regroupé tous les tueurs dont la spécialité c'est de trouver rapidement les survivants, aussi simplement que ça. Alors nous avons la harpie, le docteur, la légion, le némésis, l'artiste, le chevalier, la marchande de crâne, la singularité, la liche et la maîtresse des molosses. J'ai pas mis des tueurs comme le cénobite ou le dragage qui peuvent détecter les survivants, car c'est qu'à des moments très précis, dans des situations particulières. Là je prends des tueurs qui ont un base kit qui leur permet de débusquer des survivants assez facilement, sans avoir à trop les chercher. Enfin normalement. Septième et dernière catégorie, les placements pour tous les persos qui ont une mécanique qui consiste à placer un élément sur le terrain, dans un but très précis. Trouver un survivant, le blesser, briser un obstacle. Vous verrez qu'ils ont quasi toutes des techniques très différentes. Pour la dernière catégorie, nos candidats sont le piégeur, la harpie, le cauchemar, le clown, le démogorgon, l'artiste, le chevalier, la marchande de crâne, la singularité, l'inconnu et la maîtresse des molosses. Ici aussi, je pense pas avoir trop grand chose à rajouter. Pour moi, il ne manque aucun tueur et aucun me semble en trop. C'est, nous avons toutes nos catégories et tous nos tueurs classés dedans. Maintenant, il va falloir répondre à la question, par rôle, quel est le tueur qui fait le mieux son taf? Avant ça, je vais quand même mettre en place deux règles. Règle numéro 1, on part du principe que la personne qui joue le tueur a une maîtrise absolue de son personnage. Règle numéro 2, on part aussi du principe que les tueurs n'ont pas d'objet. Si au pif, je prends cet exemple, vous demandez pourquoi je n'ai pas parlé du cénobite pour les tueurs discrets alors que le cénobite a effectivement une niche où il est plutôt pas mal d'ailleurs en tueur indétectable, c'est parce que pour ça il dépend d'un objet. Et vu que j'ai envie de limiter les niches et me contenter on va dire des pouvoirs au naturel, des pouvoirs vanilla sans objet, je préfère faire comme ça. Mais c'est aussi parce que les résultats ne seraient pas forcément les mêmes avec des objets. Pour juger qui est le meilleur dans cette catégorie, on va juste prendre les outils que possèdent les tueurs pour être indétectables. Ça se fera donc sur le tueur qui arrivera le mieux à surprendre les survivants. Dans la théorie. Oui, parce que la théorie et la pratique dans des BD, c'est deux mondes très différents. Aussi, dans cette partie-là spécifiquement, on va beaucoup argumenter, donc ça risque d'être un peu long. Et vu que la catégorie est un peu spéciale, je vais devoir parler de chacun des tueurs. Chose que je précise, on ne va pas faire pour chaque catégorie. Les catégories, on va très vite swapper des tueurs parce que sinon la vidéo va vraiment faire 2 heures et ça c'est pas possible. Déjà on peut enlever l'Onryo et le cauchemar. Les deux ont un Lullaby qui les trahissent. C'est pire pour Freddy vu que les survivants doivent être dans le monde des rêves pour profiter de son statut de tueur discret. On peut aussi dégager le xénomorphe vu qu'il possède un champ de terreur, même s'il est très petit en mode crawler. Quand même grosse mention honorable car le xénomorphe avance à 4 pattes, n'effraie pas les corbeaux, a une couleur sombre, chose arrangeante dans beaucoup de maps, on va pas se mentir, et peut emprunter des portails pour ne pas se faire griller. La seule chose qui lui fait réellement défaut, c'est plus
les tourelles beeper que le champ de terreur en réalité. On dégage aussi la silhouette. Le souci de la silhouette, c'est que le statut indétectable, une fois qu'il en est sorti, il peut pas y revenir et ne profite d'aucun avantage à être dans cet état, à part être indétectable évidemment. Il est même pénalisé. Désolé si vous avez de l'espoir pour lui, mais Myers, c'est le pire dans cette catégorie. Après, on a le cochon, Ghostface et le brave gars. Là-dedans, on peut retirer Ghostface, qui malheureusement perd trop facilement son état indétectable. Mais croyez pas pour autant qu'il est mauvais là-dedans. Le fait de se rendre accroupi et d'avoir quasiment aucune contrainte à se rendre invisible, de nouveau, l'aide pas mal. Le brave gars, le souci, c'est qu'il reste un temps limité et qu'il demande une certaine connaissance d'où se trouvent les survivants pour pas utiliser son pouvoir dans le vide. Il y a aussi le truc des petits pas qui l'aident pas. Ça indique aux joueurs que Chucky est en mode discret. Pour le cochon, en vrai, c'est parfait. T'es accroupi, tu peux le spam comme tu veux. Mais du coup, c'est elle la meilleure. Ça aurait été le cas, mais il y en a un qui leur met une distance et c'est le spectre. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'expliquer? Son seul défaut, c'est qu'il annonce son invisibilité en tapant dans sa cloche. Mais sinon, le gars est juste invisible, quoi. Pour le contrôle de terrain, partons du principe que l'objectif c'est de trouver le tueur qui peut se balader sur la map le plus librement possible, avec le moins de contraintes. Genre, il faut aller sur ce générateur là-bas, pas de souci. Maintenant, il faut aller vite à la porte pour empêcher un survivant de s'échapper, aucun problème. Et en vrai, c'est une des rares catégories où les candidats sont tous excellents, à deux exceptions, l'inconnu et la harpie, qui sont pas bons là-dedans. La harpie étant pire que l'inconnu, vu qu'elle dépend du fait qu'on doit trigger ses pièges pour pouvoir s'y téléporter. En plus de ça, elle est lente. L'inconnu, c'est juste parce qu'il peut pas manuellement placer ses doubles. Il y a 3 tueurs qui se démarquent plus que le reste, sans être ou très peu limités à se déplacer, et c'est le montagnard qui peut juste se promener partout sur la map, comme il le veut. Par honnêteté, je dois prendre en compte un défaut, c'est que ça dépend quand même des maps. Une map fermée comme Lery ou Silent Hill, ça ne l'aide pas. Ensuite, il y a le dragage, qui peut juste quasiment se téléporter où il veut, et ça à plusieurs reprises. La seule réelle contrainte qu'il a, c'est un temps de recharge de 10 secondes. Non, je ne considère pas les casiers comme une contrainte, car il y en a littéralement partout sur la map. Pour jouer énormément le tueur, je peux vous dire que ça m'a jamais dérangé. Notre troisième, c'est le Seigneur des Ténèbres. Et oui, Dracula possède une habilité de contrôle de terrain plus que redoutable, car en plus de se déplacer beaucoup plus vite en forme de chauve-souris, il a la capacité de se téléporter aux zones de loop environnantes. Et ça, c'est très très fort. Mais il faut en choisir un parmi ces trois-là, et après avoir étudié chacun des tueurs, je me suis rendu compte, à mon étonnement, que le meilleur, c'était le dragage. Alors je vous jure que si on avait bien un que je m'attendais pas à avoir gagné une catégorie ici, c'est bien lui. Mais oui, son habilité à être où il a envie sans quasiment aucune contrainte lui donne l'accès à cette première place. La question que je me pose maintenant, c'est qui serait le meilleur entre le montagnard et Dracula? Et là en vrai j'ai pas de réponse, j'ai autant de pour et de contre pour les deux personnages. Je pense que ça dépendrait des joueurs mais aussi de la map. J'ai déjà pas mal expliqué les aptitudes demandées pour cette catégorie, donc on va passer très vite, surtout qu'il y a beaucoup de nominés. On va imaginer qu'il y a une zone de loop avec une god palette où les survivants auraient l'avantage, par exemple une killer shack. Du coup, qui serait le meilleur dans cette situation pour intercepter le plus vite et efficacement le survivant grâce à son pouls? C'est l'infirmière. Non mais il n'y a pas de débat, c'est juste l'infirmière. Si on prend un pro du perso, la chase dure juste le temps qu'il faut pour que l'infirmière ait à se TP et asséner un coup. Et tout comme la meilleure de cette catégorie était très obvious, le pire l'est aussi. Et ce pauvre piégeur, oui, il peut bloquer un loop avec son piège, mais le temps qu'il le place, le survivant a largement le temps de changer de zone de loop. Mais si je devais nommer 3 mentions honorables sans trop de doute, je dirais que ça serait le fléau, les jumeaux, qui sont, petite parenthèse, beaucoup plus forts que ce que la plupart des gens pensent. Et en troisième, je serais moins sûr, mais je dirais le Seigneur des Ténèbres, qui possède de bonnes techniques d'anti-loop, même si en vrai, des tueurs comme le montagnard, l'artiste ou le mastermind sont aussi d'excellents candidats. Là aussi, on va passer assez vite dessus. La condition, c'est juste de rattraper un survivant dans une zone de loop sans palette. Un bon exemple serait une jungle gym. Et là aussi, sans trop de surprise, la meilleure, c'est l'infirmière. Pour absolument les mêmes raisons qu'elle est la meilleure en anti-loop. Bon, si vous voulez un gagnant bis, histoire qu'elle ne gagne pas plus d'une récompense, je dirais que ce serait plutôt le fléau, qui, bien joué, peut faire un peu n'importe quelle trajectoire qu'il souhaite à très grande vitesse. L'esprit aussi aurait pu être mentionné, je pense honnêtement que dans cette catégorie, elle est au coude à coude avec le fléau.
tout comme Légion d'ailleurs. Et Empire, sans hésiter, la marchande de crâne et ses pauvres 5% de hâte. Mention déshonorable pour l'inconnu qui manque clairement de contrôle dans le placement de ses doubles. C'est con, car il aurait pu être pas mal. En fait, y a pas grand chose à dire ici. Les autres tueurs manquent souvent d'outils aussi efficaces. C'est aussi que pour la majorité, c'est pas leur outil principal. Le Sonobite, par exemple, il va ralentir les survivants avec ses chaînes, mais à côté, il a aussi un passif avec la boîte, qui va emmerder les survivants. Autre exemple, le clown a un peu la même idée. Il va surtout utiliser ses potions pour ralentir, pas pour aller plus vite dans une chase. Alors oui, il pourrait, mais généralement, les potions pour aller plus vite, les clowns s'en servent surtout pour parcourir la map plus rapidement, ou se donner un meilleur départ, en lançant ça sur, par exemple, un survivant à terre avant de le ramasser pour aller plus vite au crochet, ou le lancer sur un générateur sur lequel ils vont taper pour directement repartir rapidement vers un autre générateur ou voir un survivant qui veut le chasser. Mais quasi jamais, en tout cas dans 99% des cas, pour faire une chase. Ça serait même limite plus contre-productif pour eux, surtout dans cette situation-là. Mais bref, pour cette catégorie-là, ouais, j'ai rien de très intéressant à raconter, du coup on passe à la suivante. Ici, il y a déjà plus de choses à dire. Déjà, c'est quoi la condition de victoire? En bref, je dirais que ça serait qui est le plus gros casse-couille. En plus détaillé, ça serait le tueur qui fait perdre le plus de temps aux survivants passivement. Celui qui arrive à trigger le plus facilement son altération. Et on va rajouter un élément, c'est à quel point il est simple ou non pour les survivants de contrer, d'éviter ces altérations. Je commence par le plus médiocre là-dedans, ça serait Légion. Le souci, c'est que même s'il applique facilement sa blessure profonde, bah en vrai, s'il était juste pas un débutant, tu te rends compte à quel point c'est pas si énorme comme perte de temps. Se suturer, tu peux le faire toi-même, c'est rapide et en plus, il n'y a même pas de test d'habilité pendant l'action. Mais en soi, Légion s'en fout. Ça lui apporte rien d'important de t'appliquer des blessures profondes. Lui, son objectif, c'est du hit and run. Te donner le sentiment que t'es jamais en sécurité. Comme on l'a vu plus tôt, il s'en sort très bien dans d'autres catégories. Donc qu'il soit mauvais dans l'une d'entre elles, pas grave quoi. Chose que je pourrais dire sur tous les autres tueurs de cette catégorie. Car à part une, aucun ne base son gameplay sur une altération. Exemple, la marchande de crâne, elle aussi, mauvaise dans cette catégorie, mais un peu rien à faire, c'est pas vraiment sa spécialité. L'épée à griffes, c'est plus un malus pour les survivants et un bonus pour elle. Même si ça craint un peu plus, vu que elle est pas terrible dans toutes ces autres catégories. En fait, vous allez voir que ici, il y a souvent un c'est bien, mais... Le docteur, oui c'est très cool, mais si les survivants sont juste bons, à part au stade 3 de la folie, ça va pas tant les déranger que ça. Le cochon, bon potentiel. Le truc, c'est qu'il faut déjà mettre les survivants à terre, et vu comment la tueuse a du mal, pas si simple, même pour un genre expérimenté. Ça dépend vraiment des survivants. L'Onryo, c'est juste trop simple de réduire les barres de condamnation. Le Mastermind, j'en ai parlé plus tôt, son infection est tellement osef que même certains mains du perso débattent sur le fait que ça les dérangerait pas que l'infection disparaisse dans une future mise à jour et qu'ils dépendent juste que de leur capacité principale, le dash. Le Cenobite, contre une team, ta boîte ne va pas beaucoup jouer sur la balance. Il y a aussi le cauchemar qui est un cas particulier, mais on va pas parler ici parce qu'en fait, à l'heure là où je tourne cette vidéo, il attend un rework. Et par manque d'infos, je préfère ne pas me prononcer. Du coup, il nous reste qui? L'épidémie, le Némésis, le Oni et la singularité. Pour l'épidémie, je vais abréger, ça serait trop long d'expliquer en détail qu'est-ce qui ne va pas avec la tueuse. C'est pas qu'elle est mauvaise, juste qu'elle a pas mal de problèmes. En fait, pour faire très simple, le souci c'est que les survivants qui savent comment jouer contre vont juste ne pas se soigner et donc vous priver de plein d'outils que vous offre votre infection. Dont le plus intéressant qui est une attaque à distance assez gratuite. Donc oui, en théorie, ça serait elle la meilleure, mais en pratique, c'est pas le cas. En fait, le problème de la tueuse, c'est qu'elle est uniquement basée sur une mécanique de problème de statut. Un statut pas si pénalisant que ça au final. Je sais que là j'ai fait 36 000 raccourcis, mais promis, peut-être qu'un jour je ferai une vidéo pour vous expliquer qu'est-ce qui ne va pas avec cette tueuse. Car en vrai il y a plein de choses intéressantes à raconter. Du coup après on a la singularité qui est sans citer dans le top 3 de cette catégorie. On s'en rend pas compte si on joue que le tueur et jamais contre, mais juste son passif, il ralentit pas mal pour le peu de pression qu'on met derrière. Singularité, bien joué, tu peux bien faire jurer les parties. Et placer l'infection sur les survivants se fait plutôt facilement. Je dirais surtout que ça dépend des maps. Et après, il y a le Oni. Alors, ça va peut-être vous surprendre, mais le Oni, si on gère mal sa partie, ça peut vite partir en couille. Surtout que ici, on le rappelle, on part du principe que le tueur est expérimenté. C'est un tueur qui demande un teamplay organisé aux joueurs, en les obligeant à rester le plus possible soignés. Donc, ils vont perdre du temps à se retrouver
curer, puis se soigner. En fait, c'est un personnage intéressant car son gameplay se base sur une mécanique rudimentaire du jeu, pour complètement se l'approprier. Si vous vous demandez ce que le Oni fait là, c'est juste que lui, son altération de statut, c'est juste de vous blesser pour vous forcer à vous soigner. Dans le cas contraire, toute votre équipe mangera très salement. Mais contre lui, on a le Nemesis, qui possède deux outils pour emmerder plutôt efficaces. Les zombies, qui peuvent être très chiants, surtout si vous n'avez pas de lampe, mais aussi l'infection, qui en plus de vous rendre plus vulnérable aux attaques, va aussi attirer plus l'attention du tueur, vu que vous ferez plus de bruit. Passivement, le Nemesis peut tout aussi bien ralentir la progression des survivants qu'un Cenobite, voire mieux. Et parmi ces tueurs, pour moi, il y a une quasi-égalité. Personnellement, je donnerais la récompense au Nemesis, vu qu'il possède deux bons outils et qu'il ralentit mieux les survivants sans avoir directement à agir. Mais je comprendrais que vous préfériez le Oni. Mais là, on passe à la suivante, et je sais que cette catégorie était très longue à expliquer, mais promis, les autres, ça va aller beaucoup plus vite. Là, c'est que comme pour la discrétion, j'ai dû rentrer plus en détail vu que c'est une catégorie assez spéciale. Avant-dernière catégorie où on va beaucoup moins parler que la précédente. En fait, ici, on veut les tueurs qui a la meilleure habilité pour trouver le plus rapidement un survivant caché sur la map. Du coup, ça serait qui? Déjà, on peut enlever tous les tueurs qui ont des techniques trop peu précises ou juste qui demandent des conditions trop chiantes derrière. Pour regarder ce qui est le plus efficace, le chevalier et la maîtresse des molosses, ça dégage. Leur technique de détection, très similaire et trop restreinte. La marchande de crâne, idem. Ces drones, en plus, sont beaucoup trop obvious et c'est beaucoup trop simple d'y échapper. Ce qui fait d'elle la pire dans cette catégorie. Ces tueurs-là aussi dégagent. Leurs techniques sont juste pas assez efficaces. Même si là-dedans, l'artiste s'en sort pas si mal, surtout en début de partie. Il nous en reste donc 3 qui ont de vraies bonnes habilités. La liche, avec sa sphère qui est très utile en plus d'être difficilement esquivable. Son seul souci qui fait que je ne peux pas mettre le tueur en première place, c'est que son pouvoir prend beaucoup trop de temps à recharger. En même temps, normal vu le concept du tueur. Mais du coup, qui j'ai choisi en deuxième? Eh bien, sans hésiter, la singularité, qui même lorsque ses biopodes sont HS, peut quand même s'en servir pour traquer les survivants. Et pour le coup, ce n'est pas limité. Et en premier, j'ai choisi le docteur. Là-dessus, je pense pas qu'il y ait de surprise. Le gameplay du perso est basé sur le fait de toujours savoir où sont les survivants. Entre son explosion électrique, les hallucinations qui vous révèlent où sont les survivants, et les survivants fous qui hurlent, le docteur a tout pour endosser parfaitement ce rôle. Depuis qu'ils ont retouché le personnage en le rendant plus réactif, c'est d'autant plus un plaisir de le jouer. Maintenant, on va enfin passer à la dernière catégorie. Et pour la fin, nous avons les placements. On va pas se prendre la tête et juste dire que l'objectif, c'est l'efficacité des props placés et à quel point c'est simple de les placer ou non. Comme pour la catégorie handicapant, je ne parlerai pas de Freddy, pour exactement les mêmes raisons que j'ai citées plus tôt. Mais pour le coup, si je devais vraiment me prononcer, je pense qu'il aurait été plutôt mal placé. Parlant de tueur mal placé, ça serait qui le pire? Sans trop hésiter, je dirais le piégeur. Oui, ces pièges sont efficaces, mais trigger rarement, sont infâmes à placer, vous pouvez vous les prendre, sont facilement désamorçables, et le pire, c'est qu'il faut les ramasser. Bref, une catastrophe. L'inconnu, j'en ai déjà pas mal parlé, donc vous savez, lui aussi, on le dégage. Le Démogorgon s'en sort très bien dans son genre, il galère juste trop à placer ses portails et trop facilement destructible. Le chevalier et la maîtresse des molosses, même si c'est pas les meilleurs, ils restent bons dans cette catégorie, surtout parce que leurs invocations sont polyvalentes. Toujours en invocation, la marchande de crâne, pour une fois, gère plutôt bien. En fait, les drones, pendant une chase, restent un moyen de dissuasion assez important pour pousser les survivants à changer de loop. Et pouvoir faire ça dans des BD, c'est bien. Pour moi, le meilleur, c'est la singularité pour plein de raisons expliquées plus tôt. Donc je vais pas plus argumenter pour pas me répéter. Ça y est, on a fini et du coup, on a la réponse à notre question. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on peut en tirer? Déjà, comme vous pouvez le voir, c'est pas parce qu'un tueur est bon dans une de ces catégories qu'il est forcément bon en jeu. Un exemple, mais le spectre et le dragage sont dans les faits des tueurs très moyens, pour pas dire mauvais, surtout pour dragage, et pourtant, ils accomplissent super bien leur objectif. C'est tout à fait normal parce qu'en fait, quand on fait cette catégorie, quand on fait ce petit jeu de classement, en fait, on se base uniquement sur la théorie et pas la pratique. Et comme j'ai dit plus tôt, la théorie et la pratique, c'est vraiment deux mondes différents. Franchement, je pourrais vous en faire une vidéo de la différence entre la théorie sur un tueur et la pratique, même si c'est un sujet qu'on va un peu aborder dans la vidéo qui va arriver en février sur The Unknown. Un truc qu'on peut noter dans cette analyse, c'est que souvent les tueurs trop spécialisés et pas assez polyvalents sont mauvais. Regardez Dracula, qui fait plein de trucs en plus de bien les faire en jeu, et c'est un très bon tueur. A l'inverse, Spectre, qui a un gameplay principalement basé sur la discrétion, et ben pas terrible du tout, car il manque d'outils.
d'outils. En fait, dans des BD, soit t'es excellent en loupe, soit t'es polyvalent. Sinon, tu finis très souvent dans les tueurs nuls. Et même là, certains tueurs polyvalents qui ont plein d'outils, mais pas des outils assez puissants ou assez utiles, se retrouvent pas terribles du tout. Je pense à Pic par exemple, qui a une capacité d'altération, une capacité de discrétion et une capacité d'anti-loop. Bah en fait, vu que ces trois capacités sont assez cassées ou pas assez efficaces, ça fait d'elle une tueuse en fait plutôt moyenne, voire nulle en fait. En réalité, je sais pas, c'est vraiment quelque chose à tirer de cette vidéo. En tout cas, moi j'ai adoré l'écrire, même si ça a pris un temps de fou. Pour les prochaines vidéos, j'essaierai de faire des concepts plus simples. À voir, pour l'instant, j'ai juste une liste d'idées. Avant de partir, je voulais remercier toutes les personnes qui ont liké et commenté sur ma dernière vidéo DBD. Je m'attendais pas à recevoir autant d'amour, voire juste autant de vues sur une vidéo DBD. À la base, je fais pas les vidéos en attendant des vues ou autre chose. Donc je vous avoue que moi, j'ai publié la vidéo et je suis repassé un soir, 2 jours plus tard. Et je me suis rendu compte qu'il y avait plein de commentaires, il y avait plein de likes, plein de vues. Ça m'a vraiment surpris, ça m'a fait chaud au cœur, franchement, ça m'a clairement, je vais le dire, donné envie de faire plus de vidéos. Donc là, je vous ai préparé une nouvelle fournée de vidéos DBD, j'espère que ça va vous plaire, et j'ai très hâte du coup de rééchanger avec vous, et pourquoi pas à l'avenir, faire peut-être plus de vidéos qui demandent en fait à la communauté en fait de prendre des décisions, d'agir en quelque sorte, genre de choisir les sujets par exemple. Dans tous les cas, merci de regarder mes vidéos, et je vous souhaite la bonne soirée, la bonne journée, et à la prochaine pour de prochaines vidéos, la bise.